OK. Ben, merci Lynn. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à cette présentation Parlons Bouffe. Il reste juste les plus courageux aujourd'hui. Il y a plus de monde. Mais c'est pas grave. J'espère que je vais être en mesure de vous communiquer ce que j'ai en tête un peu. En fait, la présentation s'appelle Une éthique en construction parce qu'une des choses qu'on observe quand on regarde des cas de connaissances scientifiques qui se rapportent à la santé publique, c'est que souvent les repères moraux qui accompagnent les connaissances, ils sont mouvants. Entre autres parce que les connaissances changent rapidement. Donc, un des travails, des tâches qu'on a, je dirais, quand on fait de la philosophie ou de l'éthique appliquée, c'est d'aller chercher des repères moraux, soit de les identifier, ou soit des fois même les générer parce qu'il n'y a pas de précédent. Donc, on travaille un peu dans cette perspective-là aujourd'hui, à savoir que les repères moraux comme tels, ils ne sont peut-être pas très bien définis, puis on va essayer d'un peu comprendre la source de ce flou-là, ou peut-être à partir de quoi on peut réfléchir pour en créer. Donc voilà, et puis bien sûr, ça se concentre sur la question de la lutte contre l'obésité et des connaissances épigénétiques. Et ce qui est nouveau ici dans le débat, c'est la connaissance épigénétique, quoi qu'on va voir qu'elle se rapporte à un type de science qui a des précédents, quand même, qui est dans la lignée de la science de la génétique, et puis on va voir quelles sont les conséquences morales et épistémologiques de cette association-là. On va voir comment ça... Ah! Non. Donc, première chose à faire, essayer de définir le problème avec lequel on travaille. Donc ça, je ne vous apprends pas grand-chose avec cette diapositive-là. Vous êtes tous des gens qui connaissez ça, peut-être même mieux que moi, en fait, puisque beaucoup d'entre vous êtes sur le terrain de la lutte contre l'obésité. Mais en fait, pour faire une petite, je veux dire, peut-être un petit sommaire de ce que ça implique, la problématique de l'obésité à l'heure actuelle, parce qu'on va voir qu'elle change avec le temps aussi. C'est que premièrement, on la définit beaucoup dans le champ médical. Et ça, on va voir que ça a une répercussion au plan épistémologique, au plan moral aussi. Donc, on est dans la catégorie du pathologique, en fait. Quand on définit l'obésité de nos jours, on en fait une maladie. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle d'épidémie de l'obésité. C'est un terme qui se rapporte à la maladie. Donc, il faut vraiment saisir l'obésité comme quelque chose qui appartient au champ médical. Et on va essayer de concevoir la lutte contre l'obésité beaucoup en termes d'intervention clinique. Donc, encore là, ici, il ne faut pas voir de jugement de valeur dans la description du problème, c'est seulement des observations sociologiques ici. Donc oui, on va beaucoup parler d'approche clinique en nutrition, d'approche clinique médicale, etc. Donc, on va vouloir traiter, en fait, l'obésité de cette façon-là. Mais aussi, on le voit, pas uniquement dans l'ordre du pathologique, pas nécessairement dans l'ordre strictement médical, mais aussi dans l'ordre social. Et on va voir que l'obésité, ça se rapporte à des pratiques alimentaires qui, elles, ne sont pas en soi médicales, qui sont de l'ordre du quotidien, de la culture, des mœurs, etc. Et on va aussi associer ça à une forme de sédentarité, qui est un peu le lot de la culture nord-américaine moderne, c'est-à-dire que les gens ne bougent pas. Donc, tout simplement, on peut parler de la culture de l'automobile, par exemple, le fait que beaucoup de gens font 3 km en voiture pour aller acheter du lait. Il y a toute une espèce d'économie du corps qui semble ne pas suivre une voie qui favorise la lutte contre l'obésité. Donc, il y a tout cet aspect-là dont il faut se souvenir, le mode de vie des gens, finalement. Et avec tout ça, il y a des dimensions qui sont aussi proprement éthiques, c'est-à-dire que l'obésité, quand on parle du problème de l'obésité en termes éthiques, on parle du rapport de soi et aux autres. Peu importe si on définit l'obésité comme un domaine médical ou comme un domaine social, le problème étant que les gens qui en souffrent, en souffrent et que ça cause une souffrance. Donc, il y a quelque chose d'éthique en partant, ne serait-ce que par la souffrance. Et il y a un rapport à soi qui est impliqué là-dedans. Il y a un rapport aux autres, donc il y a le jugement des autres, il y a le jugement de soi-même, il y a tout ça qui rentre dedans. Et il y a toute la question sur laquelle Lynn et moi on travaille en ce moment, c'est par exemple une question éthique, jusqu'où on intervient dans la vie privée des gens pour lutter contre l'obésité. Ça aussi, c'est une question éthique qui est assez importante. Peu importe qu'on le définisse comme médical ou social, mais jusqu'où on peut aller lutter contre ça. Est-ce qu'on devrait? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on devrait lutter contre l'obésité? Est-ce que c'est ça l'ennemi numéro 1? Bon, il y a toute cette question-là. Donc, l'idée, c'est pas, j'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui, bien sûr, mais c'est pour garder ça un peu comme canevas de recherche. C'est comme ça qu'on le fait.
Soit dit en passant, à tout moment pendant la conférence, vous pouvez lever la main. On prendra les questions à la fin aussi, mais ça ne me dérange pas du tout qu'on dialogue. S'il y a quelque chose qui vous paraît moins clair, quoi que ce soit, ça me fait plaisir de préciser. Maintenant, pour ce qui est de la démarche que j'emploie aujourd'hui, peut-être une petite remarque que je peux faire d'emblée, c'est qu'est-ce que la philosophie peut amener dans un débat comme ça, dans un thème comme ça. On peut le prendre, en tout cas selon moi, là, de deux façons. On peut y aller directement par l'éthique appliquée, ce qui est peut-être la façon que vous connaissez plus. C'est souvent comme ça que la philosophie se présente face aux autres sciences, en faisant de l'éthique appliquée. C'est une démarche que j'aime beaucoup, que je fais beaucoup d'ailleurs avec Lynn, on en a parlé. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas cette démarche-là que je vais utiliser tant que ça. On va utiliser une autre démarche juste pour, en fait, un peu questionner les choses autrement. Donc, et puis, je sais que Lynn a fait une présentation en éthique appliquée l'an passé, donc je ne vais pas non plus répéter ce que Lynn a déjà très bien fait. Donc, on va essayer d'utiliser une autre méthode. En fait, ce que je vais faire au départ, c'est ce qu'on appelle une archéologie dans le savoir. Donc, c'est d'aller voir l'obésité, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la pensée occidentale. C'est quoi? C'est quoi, mais dans une narrative, non pas seulement comme un phénomène direct aujourd'hui. Deuxièmement, on va regarder un peu l'état des lieux actuel. Qu'est-ce que l'épigénétique vient changer dans cette narrative-là, dans cette histoire-là? Et enfin, comme facteur explicatif, qu'est-ce que ça nous donne de nouveau dans cette histoire-là de l'obésité? Et puis finalement, 3, on va y aller par quelques considérations sur l'épigénétique, à savoir que, bon, cette nouveauté-là, elle pose des questions en termes de rapport entre science et idéologie. Donc, on va essayer d'expliciter un peu ça, entre idéologie et éthique. Et puis finalement, la question du perfectionnisme, on va voir que derrière cette idéologie scientifique-là, il y a une question qu'on appelle le perfectionnisme. Et en fait, l'idée, c'est de se poser la question de savoir jusqu'où ce concept-là prend de la place. Est-ce qu'il vient nous éclairer ou en fait, est-ce qu'il vient plutôt brouiller les cartes? Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Ça va jusque-là? OK. Bon. Ça, vous savez, les philosophes, on aime bien ça commencer avec les Grecs. pour plein de raisons, je veux dire, probablement il y a une raison, je veux dire, très pratique, c'est-à-dire que quand on veut remonter dans l'histoire, il faut commencer avec l'écriture. Et souvent, les Grecs, ce sont les premiers qui ont mis par écrit qui ont inventé la philosophie, la rationalité, oui, mais peut-être pas que c'est eux qui l'ont inventé, mais ça a été les premiers vraiment à documenter ce type de savoir-là. Donc, on aurait pu aussi aller voir peut-être certains écrits en Chine, mais je ne suis pas du tout compétent, même qu'en philosophie grecque, je ne suis vraiment pas un expert là-dedans, mais quand on fouille, on remarque qu'il y a quand même des éléments intéressants quand on considère ce que les Grecs voyaient comme la santé du corps, ou du moins comment eux autres, ils voyaient la question corporelle. Et ça, je veux dire, il y a certaines grandes lignes qu'on ne peut pas éviter. Si on parle d'obésité, chez les Grecs, le corpus qu'on a, on peut aller chez Hippocrate ou, enfin, pour ce qui est de la médecine, mais on peut aller aussi chez Aristote pour ce qui est de l'éthique, etc. Il n'y a pas vraiment de définition de l'obésité. Les Grecs ne parlaient pas en termes d'obésité. Ça n'existe pas pour eux. Ce qu'on a plutôt, c'est des modèles de beauté. Donc, on peut peut-être saisir l'obésité chez les Grecs plutôt par la négative, en regardant qu'est-ce qu'il n'y en est pas, finalement. Et là, je vous ai mis deux statues grecques qui datent de l'Antiquité athénienne. D'un côté, on a Aphrodite, qui est bien sûr le modèle de beauté féminin par excellence. Et on a à côté Zeus, ici, qui est un peu le modèle de l'homme parfait, Zeus étant le dieu le plus puissant. Et on peut déjà voir un peu, comparer dans votre tête avec les figures hollywoodiennes de nos jours, puis vous voyez un peu les différences qu'il y a. Ce sont deux corps très harmonieux, en fait, ce qu'on voit. Ils ne sont pas exagérément, ils n'ont pas des attributs exagérés, ces corps-là. Ils sont très bien proportionnés. Les Grecs aimaient beaucoup, beaucoup l'harmonie, et ça se reflète dans leur vision du corps aussi. Et naturellement, ils ne font pas d'embonpoint, en fait. Donc, il n'y a pas d'excès de maigreur, il n'y a pas d'excès d'obésité d'un côté ou de l'autre. Si on revient sur la question de l'harmonie, là, on parle d'harmonie corporelle, et ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les Grecs, l'harmonie, c'est un principe qui est finalement transversal et qui va s'appliquer au corps comme il va s'appliquer à l'esprit et comme il va s'appliquer à la question publique. Donc, on est dans un modèle de référence à l'harmonie qui pose une adéquation entre ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est beau. Donc,
Si Aphrodite et Zeus sont aussi beaux, c'est aussi parce qu'ils sont justes et parce qu'ils sont vrais. Donc, et en matière de comportement, ça allait aussi de cette façon-là. C'était comme ça qu'on jugeait les gens. Donc, pour les anciens, ce qu'on peut dire, c'est que la santé du corps, c'est quelque chose qui est coextensif avec la personnalité morale de la personne. Donc, forcément, quelqu'un qui a des excès du corps, d'un côté ou de l'autre, ça traduit un débalancement ou quelque chose qui n'est pas harmonieux dans le comportement ou pas harmonieux dans les vertus, plus précisément. Et on est vraiment dans l'ordre de l'éthique des vertus. Chez les Grecs, ce qui était important pour réaliser cette harmonie-là du corps et de l'esprit et de la société, c'était de maîtriser ses passions, qui les passions mènent à l'excès. Donc, il y a vraiment une question que l'individu doit lui-même appliquer les vertus, incorporer les vertus pour les réaliser dans le monde. Et quand on parle d'harmonie, il y avait quand même quelque chose de très cohérent chez les Grecs en termes de réalisation de l'harmonie, c'était que on le concevait dans le rythme de vie et dans l'éducation des gens aussi. Donc, il y avait un modèle éducatif qui voulait réaliser l'harmonie, chose qu'on ne ferait pas aujourd'hui, par exemple, comme la conception holistique des activités. Si on se dit de nos jours, c'est quoi un citoyen qui est bien formé? On fait quoi pour bien former nos citoyens? On a une certaine idée, il faut qu'il y ait des très bonnes connaissances scientifiques. Là, par exemple, de nos jours, c'est ça, il faut qu'ils apprennent beaucoup de mathématiques, il faut qu'ils sachent utiliser des ordinateurs, des choses comme ça. Chez les Grecs, ils avaient finalement, en éducation, ils divisaient la journée en 3 parties. Donc, le tiers de la partie, c'était pour étudier la rhétorique, donc l'art d'argumenter, de discuter en public. Un autre tiers de la journée pour les arts nobles, tout ce qui se rapportait à la parole et à la musique, donc pas la sculpture, pas la peinture et autre chose. Et la 3e partie, la gymnastique. Donc, les jeunes Grecs passaient un tiers de la journée à faire de l'exercice physique. Et c'est comme ça qu'on concevait l'éducation du citoyen parfait. Chose qu'il ne faut pas oublier, un petit retour dans le passé, on a beaucoup d'images des Athéniens comme des gens très pacifistes et tout ça, en fait. Entre eux, ils l'étaient. Ils essayaient de gérer la cité entre eux de façon démocratique, mais il ne faut pas oublier que c'était une culture guerrière. Des gens comme Aristote, Platon, Socrate, ils ont tous dû prendre les armes à un moment ou à un autre dans leur vie, même plusieurs fois. Quand les Athéniens votaient de faire la guerre à la cité à côté, c'est les gens qui votaient qui prenaient les armes. Donc, ça influence aussi beaucoup comment est-ce que les gens voyaient la santé du corps. Ce qu'on veut, c'est des guerriers. Je ne sais pas si même on retourne en arrière, là. Oui, Zeus, c'est un guerrier, c'est pas un playboy, en fait. il tient une lance, puis je veux dire, regardez, est-ce que vous voulez le rencontrer dans la rue pour... non, on n'a pas envie, il a l'air plutôt imposant. Donc, le modèle du corps est beaucoup celui du guerrier qui peut agir sur le champ de bataille. Et c'est un déterminant majeur dans ce type d'éducation-là. On fait un gros saut, on va passer par-dessus l'époque latine, parce qu'en fait, les Romains avaient beaucoup emprunté aux Grecs ce type d'éducation-là. Bon, donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On retourne au Moyen Âge, un peu voir plus à la source de notre culture, peut-être plus occidentale, moderne. Ici, j'ai une belle photo. Je voulais trouver une photo plus claire. Ça, c'est la tapisserie de Bayeux, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu en vrai. C'est une très, très longue tapisserie qui raconte un peu la conquête d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, le Normand. Et là, on voit apparaître au Moyen Âge, l'idée d'obésité, elle commence à émerger. Donc, elle n'existe pas encore, mais le discours par rapport à la santé du corps et par rapport à ses formes va changer et va commencer à se préciser. Donc, mais, j'aimerais ça vous montrer des modèles de beauté moyenâgeux, mais en fait, ça ne sert à rien parce que dans l'iconographie du Moyen Âge, les corps sont indifférenciés. Et ça, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est en lisant un ouvrage d'histoire sur l'obésité où l'auteur appuie beaucoup sur ça, avec exemple à l'appui. Tapisserie de Bayeux, il y a à peu près 2000 personnes représentées, puis ils sont toutes pareilles. Il n'y a pas de... Pourtant, les chroniqueurs disent que Guillaume le Conquérant était trop gros, mais quand on le voit sur la tapisserie, il est comme toutes les autres. Donc, il n'y a pas vraiment on ne le représente pas, l'obésité. Donc, on n'a pas d'indice visuel, on n'a pas de représentation iconographique de ce phénomène-là. Autre chose, incompréhension totale au plan médical. Les gens du Moyen Âge n'avaient pas une très bonne médecine. Là,
pas en Occident en tout cas. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Et notamment en termes d'obésité, ils ne comprenaient pas du tout. Donc déjà, il faut se dire qu'ils avaient une incompréhension totale du phénomène lui-même, en termes médicaux, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on voit le trop gros, il est nommé des fois dans des textes, les médecins des rois disent qu'il était trop gros, ou il y avait trop de volume en fait. Il n'y a pas de poids encore, on parle juste de volume. Mais en fait, le trop gros en tant que tel, il est plutôt marginal au Moyen Âge, on n'en fait pas un gros cas. Puis surtout, ses origines physiques ou les caractéristiques corporelles, tout ça, c'est flou. En fait, on ne sait pas trop c'est quoi. Et ce qu'on a comme traitement, c'est les traitements qu'on appliquait pour tout le reste qui ne fonctionnaient pas, en fait, malheureusement pour les gens malades. Des purges, des saignées ou des ventilations. Donc, il y avait plusieurs théories au Moyen-Âge, comme quoi l'excès de volume, c'était soit des humeurs qui circulaient mal ou de l'air qui venait engraisser les gens. Donc là, il y a toutes sortes de recommandations. Donc, dormir, pas de chaussettes pour que ça ventile pendant la nuit. Saigner du monde à répétition. Bon, ça vaut ce que ça vaut, là. Ça vaut pas grand-chose, en fait. Bon. Ben, c'est juste pour vous montrer qu'on ne comprenait pas, en fait. Il y avait pas de... C'était comme quelque chose de complètement incompréhensible pour eux. Mais au plan moral, par contre, là, ils avaient une idée un peu plus... la culture moyenâgeuse est très, très chrétienne. Donc, ils avaient une conception morale de l'excès. Un peu comme les Grecs, mais avec certaines différences. Donc, quand il y a mention de l'obésité, c'est plutôt au plan moral que là, il y a un discours plus construit. Et c'est quelque chose qu'on associe à la gloutonnerie. Donc, l'association entre trop manger et être gros, elle existait, mais pas en tant que phénomène physique, en tant que phénomène moral. Donc, c'est la gloutonnerie qui cause l'obésité, c'est pas l'alimentation. Puis donc, il y a ça. Et ça a été relayé dans des prêches, des trucs comme ça. Donc, il y avait un discours contre la gloutonnerie parce que c'était un péché capital. Encore une petite parenthèse sociologique, encore, il faut toujours comprendre dans le contexte. Le Moyen-Âge européen, là, c'est des famines, des guerres. C'est une société très pauvre, en fait, au plan matériel pour la plupart des gens. Donc, les gros, ils sont très rares. Il y a plus de gens qui meurent de faim que de gens qui meurent d'excès de poids. Et en fait, ils ne sont pas considérés comme nécessairement malades. Ceux qui sont un peu trop gros sont peut-être même considérés comme chanceux, en fait. Ça démontre qu'ils ne sont pas soumis à la disette et à la famine. Donc, il y a juste vraiment les très, 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 très gros qu'on appelle à l'époque, ce que nous, on appellerait des obèses morbides, là, à peu près, qu'on nomme. Comme Guillaume le Conquérant, à la fin de sa vie, c'est noté, là, il n'est plus capable de monter sur un cheval. Ou, c'est vraiment, là, il y a une espèce d'excès, mais qui soit bedonnant au départ, non, c'est pas une considération. On arrive un petit peu plus tard dans l'histoire. Là, je vous ai mis des belles photos ici. En fait, je vous ai parlé qu'au Moyen-Âge, on parlait des volumes. On en parle, mais on ne les représente pas. Bien là, à partir du fin 15e siècle, début 16e, on commence à représenter les volumes. Donc là, il y a quelque chose que, voyez-vous, les volumes ici, là, ça c'est une peinture de Rubens. Rubens qui était beaucoup connu pour représenter les gens du peuple, donc les gens comme ils sont pour de vrai, même en exagérant certains traits. Là, des fois, on dit que c'est un peu comme l'ancêtre de la caricature, là. Donc lui, il ne gênait pas pour représenter les gens tels qu'ils étaient. Et là, on voit ici que l'obésité, le gras, il est représenté. Là, ici. Il y a vraiment quelque chose. Ça, ici, c'est une joke. Parce que moi, des fois, quand je m'ennuie, je regarde des photos de chats sur Internet, puis je vois qu'il ressemblait un peu au chat Aline. En plus gros. Donc ça, c'est juste quelqu'un qui a pris toutes les peintures de Rubens puis qui les a refaites avec des chats. Mais bon. Mais tout ça pour dire que l'obésité commence à exister, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On commence à développer un langage visuel, et souvent, avec le langage visuel, vient aussi le langage littéraire, puis il y a toujours une association entre les deux. Donc, dans le langage médical, dans le langage artistique, dans le langage social aussi. Donc là, l'obésité ne devient pas uniquement un péché, c'est pas juste un phénomène moral, elle va prendre d'autres formes aussi. Donc, c'est Bacchus, enfin Bacchus en plus qui représente une espèce de bonhomie, de bien manger, tout ça. Par contre, là, on voit que il n'est pas représenté comme harmonieux, en fait, Bacchus.
Chez les Grecs, on le représentait comme quand même en harmonie avec son propre corps. Je n'avais pas mis l'image plutôt, mais là, ici, on le représente comme trop gros. Je regarde juste l'heure, on a jusqu'à... Ouais, ok, bon, on a le temps. Bon, quand on arrive à la modernité, là, on voit que la culture moderne, qui est scientifique, elle, je dirais, elle développe son langage et sa conception de l'obésité. Et en fait, à partir du 17e siècle, on se met entre autres à peser les choses. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de poids. On parle juste de volume et jamais de poids. Et quand on se met à quantifier le poids, ben là, on se met à définir l'obésité en termes d'excès de poids et non pas en termes d'excès de volume. Donc, première apparition de mesures plus standardisées avec des études populationnelles. C'est très embryonnaire au 17e, 18e siècle, mais les gens essayent de le faire. Donc, invention du pèse-personne, une chose que j'ai découvert qui est une parenthèse rigolote un peu. Quand on arrive avec des nouvelles technologies, souvent, il y a des moyens de les rendre accessibles, c'est de les mettre à l'espace public, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu les premiers postes Internet, là, le gros trip, c'était de mettre un poste Internet dans un centre d'achat, puis les gens, ils voyaient du monde dans un autre centre d'achat à Hong Kong, puis ils étaient contents. Bon, maintenant, on l'a tous dans les téléphones. Mais quand ils ont inventé le pèse-personne, la ville de Paris en a mis un peu partout dans la ville, pour que les gens aillent spontanément aller se peser. Puis les gens faisaient la file pour aller se peser. Bon, je trouvais ça un peu rigolo, mais ça vient avec le fait que soudainement, on découvre qu'il y a un poids quantifiable et qu'on peut se juger soi-même et on peut juger les autres avec le poids. Et il y a même des gens qui commencent à calculer l'alimentation, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, pourquoi est-ce qu'il y en a plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent, pourquoi ça ne sort pas de la même façon, puis il est où, et quand est-ce qu'on en prend du poids à travers ce phénomène-là. Donc, il y a des gens qui se mettent à étudier ça. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la science se met à saisir l'obésité et lui donne une existence qu'on dit objective, avec des poids, des mesures, un langage plus précis. Entre autres, l'idée du poids moyen. L'idée de dire qu'il y a une moyenne chez les gens de poids, puis que si vous êtes en haut, puis si vous êtes en bas, vous n'êtes pas dans la moyenne. Donc là, il y a une normativité qui s'installe, qui se fait non pas sur la base d'une morale de l'harmonie ou d'une conception du péché, mais qui se fait sur une idée de moyenne populationnelle, donc sur une moyenne scientifique. Et c'est là qu'on arrive, entre autres, avec le critère du normal et du pathologique. Donc là, l'obèse n'est pas, si on veut, n'est pas un individu avec des défauts parce qu'il est glouton, mais c'est un individu avec un défaut parce qu'il est malade. Donc, c'est pas la même chose. Et au plan moral, ben, ce qu'on voit apparaître, c'est l'idée que l'obésité est due à l'oisiveté. On commence à développer, hein, c'est les débuts du capitalisme, entre autres, et du productivisme. Et on commence à dire qu'un bon individu, c'est un individu productif aussi. Fait que l'individu qui n'est pas productif, lui, il a un problème. Et finalement, l'obèse devient quelqu'un qui est considéré comme oisif. Et c'est ça qu'on lui reproche. Quand on arrive plus tard, modernité scientifique, là, je dirais qu'on est un peu dans ce régime-là, nous, c'est comme ça qu'on vit. C'est un peu ça notre idée du vrai, elle passe par la science, là. Donc la science offre plus de réponses. Ils sont beaucoup plus précises, les réponses de la science, par rapport à ce que les gens disaient au Moyen Âge, là, c'est indéniable. Mais ça pose aussi des questions. En fait, la science, c'est un processus de savoir continuel, donc ça pose des questions sur, entre autres, les causes physiques, les causes sociales de l'obésité et l'interaction entre les deux aussi. Et il y a toute l'idée que l'émergence d'une société de consommation, ça ajoute à la difficulté de comprendre elle est où, finalement, la limite entre le normal et le pathologique, parce que du point de vue comportemental, ben, si on veut, c'est valoriser une espèce d'équilibre, de moyenne, on veut, selon un idéal objectif. Ben, on a un problème parce que notre société se représente le bien par l'abondance. Donc, c'est un peu l'excès qui fait le bon consommateur. Hein, un bon consommateur, c'est un consommateur qui achète beaucoup. Un bon consommateur, un bon mangeur, c'est un mangeur qui mange beaucoup. Et c'est ça la société de consommation. Donc là, on a quand même un problème je dis, il faut dialoguer avec cette pensée-là. Alors que quand on parle de lutte contre l'obésité, ce qu'on veut, c'est amener les gens vers plus une forme de tempérance peut-être ou un meilleur contrôle de ses habitudes de vie. Donc on est pris avec une société qui nous dit de faire l'inverse. C'est le même problème qu'on a en environnement. Tout le monde veut être un citoyen vertueux au plan environnemental, mais partout vous avez des annonces de voitures. Donc comment est-ce que le citoyen, lui, il fait pour
pour vivre correctement dans un monde qui lui dit de faire l'inverse que ce que moralement on lui demanderait de faire. Donc on joue avec ça aussi. Donc la consommation comme mode de vie, et je consomme donc je suis, finalement. C'est un peu ça que la société nous dit de faire. Et en fait, ça se pose dans le cadre de la responsabilité par rapport à son propre comportement alimentaire et par rapport à sa propre éthique du corps. Quand on regarde un peu les dernières recherches scientifiques qui se font en matière d'obésité, là, on va laisser de côté un peu le côté vraiment social, habitude alimentaire. Je ne sais pas que ce n'est pas intéressant du tout, mais c'est que j'aimerais plus appuyer sur autre chose ici. En fait, c'est qu'une des choses qu'on a découvert dernièrement, dans les 50 dernières années, c'est qu'il y a quand même une origine génétique à la propension à l'obésité. Donc, il y a quelque chose de l'obésité qui ne relève pas uniquement du comportement alimentaire, mais comme une forme de prédisposition à l'obésité. Et ça, en fait, ça se fait par le mécanisme de l'hérédité, en fait. Et pour la personne, c'est ce qu'on appelle un déterminant. C'est déterminé. Vous êtes né comme ça, tout simplement. Et donc, la génétique, nous, c'est le langage par lequel on exprime la détermination des corps. En fait, on l'exprime. C'est la seule forme de détermination des corps qu'on connaisse vraiment, mis à part les lois de la physique générale. Et en fait, la détermination, ce n'est pas du domaine de la responsabilité de la personne. Vous ne pouvez pas être tenu responsable de vos gènes, logiquement. Quoique, face à une compagnie d'assurance, eux autres, ils sont capables d'essayer de vous dire que vous êtes responsable de vos gènes. Mais peut-être qu'ils ne devraient pas, justement. Mais logiquement, on est avec un bagage génétique, puis on ne l'a pas choisi. C'est un peu ça l'idée. Et ça s'oppose directement au caractère comportemental alimentaire qui est de l'acquis, au fond. Ce que vous avez appris dans votre culture à manger, ou ce que vous avez pris l'habitude de manger, ça, c'est pas de détermination. L'individu a un choix là-dessus. Même s'il a été conditionné culturellement, je me souviens un certain philosophe qui dit même le plus idiot des citoyens est capable de dire non à un moment donné, puis je vais changer d'habitude. Donc il y a une liberté à l'intérieur de l'esprit qui fait en sorte que ça, on appelle ça de l'acquis, et l'acquis, on peut jouer dessus, on a une responsabilité. Finalement, le comportement alimentaire, lui, c'est de la contingence. Donc on peut agir sur la contingence individuellement, et socialement, on a un certain aussi contrôle. Donc, on peut être tenu du moins responsable de nos comportements alimentaires, dans une certaine mesure. Quand on regarde ce que l'épigénétique amène de nouveau dans ce système-là, de toute façon, l'épigénétique, je pense que vous connaissez tous un peu ce que c'est. Oui, c'est ça, Marc-André. Ah ouais, Marie-Claude, OK. En fait, je ne suis pas généticien ou ça, mais rapidement, l'épigénétique, c'est le fait qu'il y a des transformations génétiques qui s'opèrent, mais pas dans le mécanisme de l'hérédité, tel qu'on le conçoit normalement. Donc, le génome peut se modifier ou peut s'exprimer ou pas selon des considérations environnementales ou des choses qui ne sont pas de l'ordre strictement du mécanisme de l'hérédité. Donc, en fait, ça vient un peu brouiller à l'intérieur de la science de la génétique le rapport entre détermination et contingence. Parce qu'on se rend compte que si la génétique était uniquement l'explication de la détermination du corps, dès qu'on dit qu'il y a une portion épigénétique au génome, on vient dire aussi qu'il y a de la contingence, en fait. Il y a quelque chose, donc, cette frontière-là qui était très structurante dans la science de la génétique, là, on doit considérer qu'elle ne l'est pas autant qu'on pensait. Et là, ça amène des questions sur plusieurs choses. En fait, ça amène plein de belles questions. Il y en a plein. Bon. Donc, tu sais, je l'ai un peu résumé comme ça. Si les gènes sont transmis à la génération suivante, pour qui ils sont de l'ordre de la détermination, la programmation épigénétique qui procède des habitudes de vie des géniteurs est associée à la contingence. Or, si on ne peut pas agir sur la détermination, on peut agir sur la contingence. Et quand on veut traduire ça en termes de responsabilité, ce qu'on dit, c'est que la détermination génétique, pas de responsabilité, mais le comportement alimentaire, il y a une responsabilité. Donc, s'il y a transmission ou s'il y a phénomène épigénétique à travers le comportement alimentaire, c'est de l'ordre de la contingence pour le géniteur, mais c'est de l'ordre de la détermination pour l'enfant. Donc, on joue dans cette ligne-là ici. Quelques petites considérations sur l'épigénétique. Encore là, je ne fais pas de jugement de valeur avec ça, c'est plus de l'épistémologie qu'on fait là. Mais c'est qu'on doit essayer de saisir
un peu le discours d'épigénétique, là, mis à part les considérations très scientifiques qui sont plus ou moins mon domaine, là, honnêtement. Mais en termes de quelle sorte de vision du monde ça transmet, puis qu'est-ce que ça amène de nouveau, qu'est-ce que ça amène à repenser. Première chose, on dit souvent que la science est neutre. C'est pas faux. La science comme pratique du savoir, l'objectivité scientifique en soi, c'est neutre, mais pas comme pratique sociale. Et donc la science, elle se pratique tout le temps avec, c'est des gens en chair et en os qui la font, puis eux, ils ont des idées, puis ils ont des positions, puis déjà en partant, on ne peut pas être tenu pour être complètement neutre, on n'est pas M. Spock. Même M. Spock n'est pas complètement neutre. Et donc la science, elle est traversée par ce qu'on peut appeler des idéologies. Là, je vous lance un gros mot, souvent ça fait peur ce mot-là, mais ici on va essayer un peu de démythifier parce que c'est pas en soi négatif une idéologie, on en a comme besoin, mais par contre il faut être alerte. Et une idéologie, ça peut être aussi une façon de nous passer un sapin. Il faut juste être alerte par rapport à ce que ça contient. Donc les idéologies ne sont pas nécessairement fondées dans la science elle-même, mais elles vont venir influencer la pratique scientifique. Et l'exemple qu'on a, et qui se rapporte directement à notre thème ici, c'est celui de la génétique. Il y a une idéologie scientifique de la génétique. Puis là, ce n'est pas une idéologie politique, c'est une idéologie scientifique. Il y a des petites distinctions à faire entre les deux. Et en fait, ce que cette idéologie-là dit, son discours, en fait, qui est ambiant, hein, c'est pas écrit nulle part, mot pour mot, c'est ambiant comme phénomène, ça équivaut à dire que l'être humain, il est déterminé par la génétique. Donc, c'est le gène, c'est la connaissance du génome qui nous dit le plus de choses vraies sur l'être humain. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Scientifiquement, on ne peut pas le dire. Vous parlez à un sociologue, il va vous dire non, c'est pas vrai. Vous parlez à un généticien, il va vous dire oui, c'est vrai. Mais il n'y a personne on peut pas le savoir, en fait. C'est pas, de toute façon, la question n'est pas là pour de vrai. Par contre, la question qu'on peut se poser, à savoir qui a raison, c'est pas important, en fait, mais c'est plutôt le rapport entre idéologie et éthique. C'est-à-dire qu'à partir des connaissances scientifiques qui sont produites dans la pratique, qui est influencée par l'idéologie, on passe de ça, de la connaissance à la norme d'action. En fait, souvenez-vous qu'à la Renaissance, on commence à quantifier les choses, puis à partir de la quantification, on fait une norme, puis là, on dit si vous êtes en haut, vous êtes en bas. Donc, cette connaissance qui est objective-là, elle devient normative à un certain moment. On la fait passer comme norme d'action. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que, très clairement, ici, le fait de connaître en partie les mécanismes de la génétique et de l'épigénétique nous entraîne à concevoir des normes d'action en fonction de ces connaissances, parce que c'est notre idée du vrai. Donc, l'obésité, la petite flèche a descendu, hein, l'obésité qui est facteur génétique et épigénétique, va mener à une lutte contre l'obésité qui va être basée sur ces mécanismes-là. Donc, on va penser la norme d'action en fonction de cette connaissance-là. C'est une problématique d'action, en fait, c'est un ensemble de problèmes qu'on a devant soi qui valorisent des contraintes ou des actions se référant à l'explication scientifique et pas à d'autres choses, si le phénomène d'exclusion est important. À l'heure actuelle, ces explications, ça intègre des paramètres, où on l'a vu dans la littérature, moi puis Lynn, quand on passe à l'épigénétique, c'est comme le buzzword, puis là, il faudrait tout comprendre en termes d'épigénétique, puis tout agir en termes d'épigénétique. Chose étrange, souvent, quand on y pense, quand on fait un résumé de ces discours-là, on se rend compte, finalement, ils veulent qu'on mange mieux. mais c'est comme si ça prenait l'explication épigénétique pour nous convaincre que mieux manger, ce serait peut-être mieux, ou qu'il y a un problème culturel dans l'alimentation, mais il faut absolument qu'on se le fasse expliquer par l'épigénétique. C'est un moyen, c'est une trame narrative pour convaincre les gens d'agir. On peut se demander, qu'est-ce qu'elle transporte aussi comme valeur, cette trame-là, autre que le fait de mieux manger. Ce qu'il y a un peu derrière, là c'est une hypothèse que je lance, parce que l'épigénétique, c'est en continuité de la génétique, mais comme c'est nouveau, là, il faut lancer des hypothèses. Là, je ne veux pas non plus prétendre d'avoir vu l'ensemble, puis d'avoir fait le tour complet. Donc la question que je me pose, c'est que, en fait, dans l'idéologie génétique, il y a un rêve. Derrière ça, il y a un concept philosophique qui l'alimente depuis le début, qui n'est pas propre à la génétique, mais qui date de beaucoup plus loin, qui est celle du perfectionnisme. C'est-à-dire que perfectionnisme, c'est l'idée selon laquelle nous pouvons améliorer la nature humaine.
Et pas seulement la nature individuelle de chaque personne, mais la nature humaine en général. Et dans la génétique, il y a ce rêve-là aussi, de par la manipulation génétique, de créer des humains meilleurs. Oui, au plan thérapeutique, de faire de la médecine génétique, oui, ça c'est une chose, mais aussi au plan des performances et au plan amélioratif. Et c'est là où on n'est plus dans le même registre, et c'est là où on tombe dans une forme de perfectionnisme, où là, premièrement, on conçoit qu'il y a une perfection du corps, puis on essaye de l'atteindre à travers des moyens techniques. Perfectionnisme, ça implique une vision, ou en fait un objectif à atteindre qui est celui de l'idéal de la perfection. Et en fait, ce point-là devient un peu l'objectif des normes d'action et des visées thérapeutiques. Et en fait, on se rend compte que quand on vise la perfection, on bascule du thérapeutique vers l'amélioratif. On ne veut plus guérir des gens, on veut faire des gens meilleurs. Et c'est là où on a des questions à se poser, en fait, à savoir si la finalité de nos actions est vraiment celle qu'on croit. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la pratique médicale, elle est traversée par ce même rêve-là, souvent. Donc oui, il y a beaucoup de thérapeutique, mais en médecine, de plus en plus, il y a de l'amélioratif et il faut se poser la question à savoir, premièrement, le modèle de perfection, est-ce qu'on est d'accord avec aussi? Souvent, puis c'est ça un peu, quand je vous disais que les idéologies, c'est pas en soi dangereux, on en a besoin parce qu'on ne peut pas tout expliquer, sauf que pourquoi il faut rester alerte, c'est quelque chose comme la médecine, la lutte contre l'obésité, ça se fait dans des grands systèmes, hein, des grandes structures administratives, ça se fait à travers des connaissances extrêmement variées, en fait. On ne peut pas tout savoir comme individu, on ne peut pas tout comprendre. On est souvent dans une espèce de grosse chaîne humaine où il y a des gens qui travaillent, qu'on ne voit pas, etc., etc. Et en fait, l'idéologie, elle ne se réalise pas nécessairement dans le travail d'une personne individuellement, mais elle se réalise des fois dans l'organisation institutionnelle où les gens ont peu de prise sur elle. Et c'est là où il faut quand même essayer de se la représenter puis d'en juger, à savoir si on est d'accord avec ou pas. Donc, c'est une question-là. Hein. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les connaissances épigénétiques, pour l'instant, moi, c'est l'hypothèse que je pose, c'est ce qu'elles font, en fait, c'est qu'elles poursuivent ce rêve-là de perfectionnisme. Elles viennent le nuancer peut-être, elles amènent d'autres façons de le réaliser, mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'elles remettent en question le perfectionnisme du corps. Elles vont changer le rapport entre responsabilité et puis génétique, par exemple, mais elles ne vont pas remettre en question le rêve qui est sous-jacent. Pour vous montrer que cette espèce de rêve-là génétique de la perfection est une des choses qui nous montre qu'une idéologie scientifique est installée, c'est qu'elle naît premièrement dans la science. Donc, elle va naître avec une vérité scientifique, ou enfin une vérité scientifique temporaire, et à un moment donné, elle va se répandre dans la société, et elle va devenir une idée plus générale. Et puis là, je vous ai mis la page couverture j'imagine que vous connaissez Aldous Huxley, Brave New World, hein, c'est l'ouvrage de science-fiction dans lequel M. Huxley imagine un monde complètement totalitaire, en fait, où les gens sont produits en éprouvettes, puis etc., etc. Donc là, il pousse à l'extrême. On est loin de ça, là. Mais pour vous montrer que ça rentre dans un imaginaire aussi, qu'à travers le contrôle de l'hérédité, et maintenant à travers le contrôle du mécanisme d'hérédité, même par l'épigénétique, on a un peu ce rêve-là d'agir sur la santé humaine et en fait agir sur la qualité humaine à travers ce type de savoir-là. Et en fait, ce sont des pratiques scientifiques, ce sont des normes scientifiques qui arrivent à définir l'objectif de ce qu'un humain soit parfait ou soit en meilleure santé qu'un autre, etc., etc. Mais en fait, tout mon point de vue disait que ce genre d'idées-là, on doit les confronter à l'éthique et à la raison à un moment donné. On doit se poser la question, est-ce que c'est ça qu'on veut? Tout simplement. Parce que les idéologies, on a un contrôle dessus quand on veut. Quand on n'en veut pas, on n'a pas de contrôle dessus. Donc, quelques petites conclusions, en fait. C'est que la science, pour en revenir aux Grecs, parce que j'ai un diplôme en philosophie où je parle des Grecs, pour en revenir aux Grecs, la science, finalement, quand on regarde ça, là, ça nous alimente, en fait, ça amène des éléments qui rentrent dans une conception du bien, du juste et du beau. À partir du moment où la science, elle était objective, là, les données scientifiques sont objectives, mais à partir du moment où elles sont utilisées socialement pour définir des normes, etc., etc.,
Là, on n'est plus uniquement dans l'objectivité. Là, on en fait des normes. Et ça, les normes, c'est pas objectif. L'éthique, c'est pas quelque chose d'objectif. On ne rencontre pas la dignité dans la rue. On ne la mesure pas non plus. Donc, c'est dans le langage, c'est dans le consensus que ces choses-là existent. Et en fait, la science alimente nos idées sur le beau, le juste et le vrai. Donc, il faut tenir compte, c'est dans notre culture, ça. Mais la science, elle, ne fournit pas toutes les réponses. Pas nécessairement son rôle non plus de le faire. Elle ne fournit pas toutes les réponses quant à la définition des critères eux-mêmes non plus. C'est là où il faut aussi être alerte. Et souvent, en fait, les connaissances épigénétiques, comme j'ai mentionné, souvent, elles arrivent, elles nous confirment des choses qui sont des fois existantes dans le savoir. Le rapport à la contingence, par exemple, le fait que l'alimentation a un effet ou que l'environnement a un effet sur la transformation du corps, qu'on l'explique par l'épigénétique ou qu'on l'explique par une cosmologie autre, en quelque part, c'est quelque chose qui est connu. Mais c'est mieux expliqué avec ça. Le mécanisme d'explication est plus nuancé. Et en fait, l'obésité, pour en revenir à ça, c'est un problème de société, dans nos sociétés à nous, qui invite à penser une forme de responsabilité. Maintenant, peut-être pas la même sorte qu'on avait il y a 20 ans. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, c'est la question qui se pose dans la littérature en ce moment. Est-ce qu'on doit concevoir une nouvelle forme de responsabilité parce qu'on a ce savoir-là? Ou comment on utilise ce savoir-là? C'est une autre question. Et la responsabilité, on doit la penser maintenant en fonction de ces nouvelles connaissances-là. On ne peut pas les ignorer non plus. Elles disent des choses qui sont, somme toute, vraies. Mais aussi, ça nous invite à repenser la responsabilité dans la pratique de la science aussi. Une fois qu'on a mis en lumière que la science est traversée par des idées, il faut aussi, dans la pratique scientifique, se poser la question, à savoir jusqu'où ces idées-là dictent ou conditionnent ou influencent la pratique scientifique de production des idées. Bien ça. Donc, en fait, peut-être une petite remarque de conclusion, ce que ça amène à penser peut-être, c'est que la santé du corps peut être pensée dans son rapport au monde, ça c'est une chose, mais peut-être pas dans son rapport au rêve. Et c'est là où, justement, si on veut rester rationnel et si on veut regarder les choses avec un œil plus éclairé, peut-être oublier le rêve de la perfection, là, et plutôt regarder le côté pratique dans le quotidien. L'obésité comme rapport au monde, ça, il reste à être mieux défini, à être questionné aussi. Parce que par rapport au rêve, ça, voilà. Merci. Ah.